Maurice Bandaman est le grand témoin de votre journal. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes le ministre de la Culture de la Côte d'Ivoire. Vous êtes romancier, poète, dramaturge. Vous venez de recevoir à New York, très précisément vendredi dernier, le prix de la diversité culturelle des Nations Unies. Alors, monsieur le ministre, vous vous battez depuis maintenant plusieurs années pour aider les jeunes auteurs de langue française. Depuis maintenant plusieurs mois, vous essayez de promouvoir concrètement un centre francophone du livre. Expliquez-nous votre projet. Merci, cher ami, de m'inviter sur votre plateau. J'aimerais préciser que je suis le ministre de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire et qu'à New York, j'ai reçu effectivement le prix de la diversité de la francophonie à l'occasion de la célébration de la journée de la francophonie organisée par la représentation permanente de l'OIF et le groupe des ambassadeurs francophones aux Nations Unies. Donc, effectivement, vous me permettrez, avant de vous répondre, d'exprimer toute mon émotion et également ma compassion face au drame que l'Europe, à travers l'Allemagne et l'Espagne, vivent par ce crash qui endeuille encore l'humanité. Je voudrais adresser mes condoléances aux familles. Alors, effectivement, nous sommes engagés avec des amis à promouvoir le Centre francophone du livre. Et cette idée est née d'abord de mon engagement en tant que ministre de la Culture et de la Francophonie pour le livre, à ma qualité également d'écrivain, mais surtout, elle est née de la rencontre avec un opérateur culturel, un éditeur, qui a lancé ce programme important de ce qu'on appelle la journée du manuscrit francophone. Cette journée du manuscrit francophone a montré que des jeunes Africains, des jeunes francophones, souhaitent et veulent s'exprimer à travers le livre, veulent promouvoir le livre. Et nous avons pu comprendre que les obstacles et les problématiques qui s'opposent aux écrivains, au secteur du livre, aux éditeurs, aux libraires, est le même dans tous les pays francophones et que pour cela, il fallait trouver des moyens. Quel est ce principal obstacle, monsieur le ministre ? Le principal obstacle, c'est d'abord l'édition. Vous savez que sur 100 manuscrits proposés à un éditeur, à peine 5% ou 10% dans le meilleur des cas seront admis à l'édition en raison, pas seulement de la qualité des œuvres, il peut y avoir des œuvres de qualité, mais en raison des moyens limités. Après l'édition, il faut la diffusion. Les livres ne sont pas accessibles au plus grand nombre, au point que la culture qui devait être populaire et démocratique est sélective. Or, il faut développer la culture et la culture permet de tarir les sources de l'intolérance. La culture permet de former les gens à la tolérance et si nous voulons faire reculer les frontières du djihadisme et de l'intolérance, nous devons développer tous les segments de la culture et principalement le livre. Donc, les problématiques sont les mêmes, très faible taux d'édition, des difficultés de diffusion et donc d'accès. Un livre qui est publié à Paris met des mois pour arriver à Abidjan. Un livre publié à Abidjan met des mois pour arriver à Bouaké dans le même pays. Un livre publié à Dakar n'est pas disponible à Ouagadougou ni à Libreville. Mais, monsieur le ministre, pour une maison d'édition, mettre sur pied un livre, c'est pour le vendre. Or, un livre, ça a un coût. Tous les Africains n'ont sans doute pas les moyens de s'acheter un livre. Concrètement, comment est-ce qu'on peut endiguer ce problème ? Vous savez, en France, il y a eu la politique du prix unique du livre qui a permis de rendre le livre accessible au plus grand nombre. En Afrique, effectivement, les moyens techniques, numériques aujourd'hui permettent de fabriquer des livres à moindre coût. Et c'est pour cela que le Centre francophone du livre doit intégrer toutes ces évolutions pour pouvoir fabriquer des livres à moindre frais et le rendre disponible également à moindre coût pour que le livre soit accessible au public. Mais il y a aussi les moyens numériques. Aujourd'hui, le téléphone portable, les tablettes permettent d'écouter la musique, de regarder des essais de films. Pourquoi on ne pourrait pas lire les livres sur Mais alors justement, est-ce que, comme le préconisent certains observateurs de la littérature, est-ce qu'il ne faut pas directement passer à la case numérique sans passer par le support papier? On dit d'ailleurs souvent, y compris économiquement, que c'est peut-être la chance de l'Afrique de ne pas avoir à traverser comme ça de manière linéaire. Nous travaillons pour les deux. Nous travaillons à la fois pour l'édition en livre
en version papier, mais également pour le numérique. Vous savez, il faut bien que les libraires vivent. Nous pensons que l'économie du livre doit pouvoir mettre en place tout un environnement pour que tous les opérateurs puissent avoir des chances d'exister. Donc, nous pensons que, effectivement, vous avez raison, que l'Afrique gagnerait à développer l'édition numérique parce que, effectivement, nos villes, nos pays ne sont pas toujours équipés de librairies. Et là où il n'y a pas de librairie, il n'y a pas de livre. Il faut donc créer les conditions pour que le livre soit accessible. Mais concrètement, Monsieur le Ministre, comment fonctionnerait ce centre du livre francophone ? Évidemment, ce centre fonctionnerait sur la base, nous avons des modèles. Le Centre national du livre en France fonctionne à travers ces commissions qui indiquent la voie à suivre. Donc, je pense que les éditeurs eux-mêmes, avec les autorités politiques, les écrivains, peuvent adresser les réponses aux problèmes qui se posent à la circulation du livre dans le monde francophone. Donc, nous insistons sur le fait que, effectivement, s'il y a tant d'intolérance dans le monde, c'est parce que la majorité des populations n'ont pas accès aux livres, n'ont pas accès à la culture, n'ont pas accès au savoir. Il y a cette belle formule de Victor Hugo qui dit que quand vous ouvrez une école, vous fermez une prison. Et nous disons que la culture, effectivement, permet de faire tarir les sources de l'intolérance, les sources du terrorisme, les sources du djihadisme. Donc, toutes les voies pour faire approcher, pour faire rendre accessible la culture au public, à la population doivent être faites. Et nous avons aujourd'hui la chance que le numérique permet cette possibilité. Le numérique, ce n'est pas seulement la lecture sur les tablettes, mais c'est le fait qu'aujourd'hui, l'édition numérique permet de publier à moins de frais des livres. Donc, il faut que nous nous réduisions et nous sommes en contact avec les autorités. En France, à l'occasion du Salon du Livre, nous avons pu rencontrer de nombreuses autorités. Je vais parler du président du syndicat national des éditeurs français, le président du Centre national du livre de France. Nous avons pu rencontrer des autorités politiques, le directeur Afrique du Quai d'Orsay. Donc, nous échangeons et en Afrique, des collègues ministres de l'Afrique de l'Ouest que je rencontre souvent, même ceux de l'Afrique centrale, cette idée avance. Nous n'avons pas la solution à tout. C'est en mettant ensemble nos intelligences que nous pouvons donner les réponses à ce secteur. Alors, selon vous, Monsieur le Ministre, il y a donc urgence à diffuser des livres pour lutter contre l'intolérance, l'intégrisme. Vous avez dit contre le djihadisme. Selon vous, il y a donc un lien entre la violence et le manque de culture. Alors, vous pensez par exemple que la crise... Est-ce que vous pensez, par exemple, je vous pose la question, que la crise en Côte d'Ivoire qu'a connue votre pays il y a maintenant plus de 4 ans, est-ce qu'elle était quelque part du même ressort? Est-ce qu'il y avait un déficit, notamment chez les plus jeunes, de culture? Est-ce que c'est ça qui a conduit à la violence? Bien sûr, nous le disons. En Côte d'Ivoire, sous le président Houphouët-Boigny, la culture était assez développée. Et j'ai souvent coutume de dire que sur le campus, il y avait des troupes de théâtre, il y avait des troupes de danse. Moi, j'ai été primé quand j'étais étudiant, à l'issue d'un concours littéraire. Donc, le campus était un vivier culturel. On avait un orchestre de jeunes musiciens au campus. Dans mon lycée, nous avions une troupe de théâtre, nous avions des troupes de danse, nous avions des orchestres. Mais tout cela a disparu. Et qu'est-ce que ça provoque concrètement? Quand cela a disparu, les jeunes sur le campus se battaient maintenant à la machette. Ouais. Voyez-vous? Quand il n'y a plus de débat, quand il n'y a plus de paix de théâtre. C'est le repli. C'est le repli. On a commencé à célébrer l'identité et chacun s'est replié dans son ethnie, dans son identité. Et voilà, la violence s'est installée. Mais vous êtes au pouvoir, en tout cas à ce ministère-là de la culture et de la francophonie, depuis 4 ans. Est-ce que vous avez commencé à tenter de faire évoluer cette situation? Ah oui, bien sûr. Nous disons au cours de nos échanges en Conseil des ministres, et le chef de l'État nous soutient dans notre action, à savoir que la culture peut et doit nous aider à créer une société plus humaine. La culture, c'est ce qui nous rend hommes, nous rend humains et nous éloigne de la violence. Et selon vous, c'est aussi ce qui nous réconcilie. J'ai consulté les réseaux sociaux et précisément votre compte Twitter et vous dites sur votre page « L'art et la culture nous réconcilient ». Parlons justement de cette réconciliation nationale dans votre pays, la Côte d'Ivoire, Monsieur le Ministre. L'ex-première dame de Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, a écopé de 20 ans de prison récemment.
Ça fait grincer des dents, bien entendu, du côté de l'opposition. Où en est concrètement cette réconciliation nationale? Bien, avant de parler de cette réconciliation, vous me permettrez aussi, puisque nous parlions tout à l'heure d'intolérance, de dire notre solidarité à l'action qui est menée par le père Najib et le père Lemoine pour sauver les manuscrits qui ont été soumis à la destruction en Irak. Voyez-vous, ces manuscrits anciens qui datent de plusieurs centaines d'années ont été détruits pendant la crise en Irak. Et nous sommes solidaires de l'action qui est menée par de bonne volonté, par le père Najib. Nous sommes solidaires de l'action que mène le père Lemoine pour que la communauté culturelle donne une réponse et sauve ce patrimoine mondial. Alors le père Najib, nous le recevrons la semaine prochaine ici même sur la question de la réconciliation nationale. Oui, écoutez, il a été clairement indiqué que nous voulons aller à la réconciliation, mais il faut que la justice soit faite et que la justice soit dite. Des deux côtés, certains disent par exemple, ceux que l'on pourrait qualifier à l'époque de la crise des pro-Ouattara disent que, en tout cas les adversaires d'Alassane Ouattara disent que des exactions ont été aussi commises de l'autre côté. Est-ce qu'il ne faudrait pas non plus qu'il y ait une justice et une commission vérité qui fasse la lumière sur l'ensemble des faits des uns et des autres? Oui, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a dit, il a été clair, personne ne sera épargné, personne ne sera protégé. Vous savez, quand nous sommes sortis de la crise, le système judiciaire était totalement démembré, était totalement détruit. Même à la haie où certaines personnes sont accusées, on n'a pas fini de les juger. C'est bien la preuve que la justice prend du temps. Et donc, il ne faut pas penser que certains sont protégés. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, l'a dit, que tout le monde sera jugé. Laissons le temps. Autant, même on continue de juger les criminels de la Seconde Guerre mondiale. Donc, laissons le temps au temps. Il est trop tôt de parler de justice des vainqueurs ou de justice à sens unique. Référons-nous à l'histoire. C'est ça aussi le sens de la culture. Si on a de la culture, on doit savoir que la justice des hommes est lente. Mais elle finit par se faire. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, l'a dit, personne ne sera épargné. Donc, nous pensons que Mme Souleymane Gbagbo a été condamné à 20 ans, mais le parquet a fait appel. C'est bien la preuve que le parquet, qui est quand même l'émanation de l'État, entend quand même jouer sa partition. Le parquet avait recommandé 10 ans et le tribunal a condamné à 20 ans. Le parquet a fait appel. Merci. C'est bien la preuve que la Côte d'Ivoire veut absolument sortir de la crise par la réconciliation. Et nous sommes heureux que, malgré cela, Mme Gbagbo est en bonne santé et que tous les pro-Gbagbo qui ont été arrêtés, tous se portent bien. C'est bien la preuve qu'en Afrique, la justice peut respecter les droits humains et on peut avoir des adversaires, on peut avoir des supposés accusés et les traiter bien. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci Maurice Mandaman. Je rappelle que vous êtes le ministre ivoirien de la Culture et de la Francophonie. Merci d'avoir répondu à nos questions.